cœur qui bat très vite. Et du coup, je vais me rappeler que peu importe ce que vous pensez de moi, que ça vous mette en colère, que vous ayez des jugements sur moi, que vous trouvez ça nul, bah c'est ok. Ma valeur ne dépend pas de ce que vous pensez. Il faut que j'y croie. De quoi est-ce que je peux vous parler ce soir qui peut créer des jugements? Bon, c'est clairement... il y a un indice là. Ça se résume en un mot, une étiquette. Je suis polyamoureuse. Ça veut dire que j'ai plusieurs relations affectivo-sexuello-romantiques en même temps et que tout le monde est au courant. D'ailleurs, j'ai 2 amoureux ici ce soir, Raphaël et Habibi. Le couple, c'est ma passion. J'en ai fait mon métier, je suis psychologue et coach spécialisée dans l'amour, les relations, la sexualité. J'ai été en couple toute ma vie d'adulte, monogame, puis en couple ouvert, et maintenant polyamoureuse. Et au travers de toutes ces explorations, il y a une question qui reste pour moi, c'est comment rester en amour. C'est pas parce que je crois que la longévité, c'est un marqueur de succès dans les relations. Il y a plein d'histoires de très longs couples qui ne me font pas du tout rêver. Non, c'est plutôt comment je reste en amour avec moi-même dans ce lien, comment je ne me perds pas, comment je reste en amour de l'autre et comment ce lien continue de s'enrichir et de nous épanouir sur le long terme. Et le polyamour, il m'a aidée dans cette quête. Il m'a fait réaliser des choses. C'est pour ça que je vous en parle ce soir. La grande différence entre le polyamour et la monogamie, c'est qu'on va assumer et agir sur nos désirs sexuels et romantiques. Alors ça, en soi, malheureusement, c'est pas vraiment nouveau. On connaît tous des histoires d'infidélité. Non, la vraie révolution, c'est que cette fois-ci, on en parle. Toutes les personnes impliquées sont consentantes et on essaye de faire ça de manière éthique. Dans mon monde, par exemple, je peux aller à une soirée avec mon mec et y rencontrer une de ses copines. Et on va peut-être danser ensemble, probablement se demander comment ça va, est-ce que tu as besoin de quelque chose. Dans mon monde, le soir du Nouvel An, je peux aussi envoyer un texto à Habibi pour lui demander du soutien parce que je suis en train de flirter avec un mec et j'ai peur de l'inviter chez moi. Et dans mon monde, je peux aussi avoir des soirées où je gère ma jalousie, mes insécurités, parce que j'ai un partenaire qui a un date qui me challenge. Si pour vous le polyamour c'est une hérésie, ça n'a pas de sens, je comprends. La première fois qu'on m'en a parlé, j'ai dit « Moi je pourrais jamais partager mon mec ». Voilà, donc je suis là maintenant devant vous, clairement ne jamais dire jamais, tout ça. Donc je comprends que ça paraisse bizarre et parfois impossible le polyamour. Et mon envie ici, c'est pas du tout de vous convaincre de devenir polyamoureux. Non, je pense vraiment pas que ce soit fait pour tout le monde. Par contre, depuis que j'ai découvert la non-monogamie éthique, j'ai une idée en tête que j'ai envie de créer sur tous les toits. Cette idée, c'est... Je pense que tout le monde devrait parler de son désir sexuel pour d'autres personnes à son amoureux ou son amoureuse. Et je pense même que ça peut être bon pour votre relation. J'entends déjà vos objections, mais à quoi ça sert? On va que faire du mal à l'autre, mais quand t'aimes vraiment quelqu'un, tu ne vois qu'une personne, etc., etc. Je vous invite à prendre une respiration, ça va durer 15 minutes, c'est mon univers et vous verrez bien à la fin si ça vous parle ou pas. Je ne vais pas essayer de démontrer si, oui ou non, l'être humain peut avoir du désir pour plusieurs personnes en même temps. Je pars du principe que si on nous l'interdit, c'est bien parce que ça arrive. Et du coup, je préfère y faire face. Je vais vous partager mes 3 raisons pour lesquelles je pense que c'est bon de parler de son désir sexuel pour d'autres à son partenaire. La première raison, c'est pour éviter des souffrances inutiles. On vit dans une société qui est monogame,
Donc la norme, c'est l'exclusivité sexuelle et affective. Si tu n'as jamais de désir pour d'autres personnes, tant mieux. T'es dans la norme, ta vie est plus douce. Mais qu'est-ce qui se passe pour toutes les personnes qui ne fonctionnent pas comme ça, qui sont peut-être très amoureux, amoureuses de leur partenaire et quand parfois ils vont à une soirée, il y a un crush sur quelqu'un quand même. Ça réveille quelque chose. Ou parfois, peut-être que tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre. Comment on gère ça ? Ce qui va souvent se passer, c'est qu'on va rentrer dans une boucle de doute, de honte, d'isolation. C'est-à-dire que quand je commence à sentir ce désir pour quelqu'un d'autre, parce que oui, ça m'est arrivé, quand j'étais monogame, je me dis, bon mais c'est bizarre quand même. Je devrais pas ressentir ça. Est-ce que ça veut dire que du coup je suis pas amoureux, enfin pour moi amoureuse de cette personne ? Et si ça continue, au bout d'un moment, je vais ressentir de la honte. Je dois vraiment être une mauvaise personne pour ressentir ça en fait. Pourquoi est-ce que je peux pas être comme tous les autres et avoir une vie plus simple ? Et la honte, son effet, c'est qu'elle nous isole. On reste dans nos peurs, dans nos jugements, dans nos croyances. Et du coup, ça va créer un effet vicieux, où je vais créer de la distance avec ma partenaire, parce que je suis dans ce tourbillon de honte. La partenaire va le ressentir, potentiellement ça va créer de la tension, et ça va venir conforter, confirmer l'idée que bah oui, il y a un problème dans notre couple quand même. Et alors là, il y a des personnes qui vont jamais passer à l'acte. Mais elles auront vécu tout ce moment quand même assez désagréable sans pouvoir le partager avec leur partenaire. Et puis il y a ceux qui passent à l'acte, qui vont vivre une infidélité. Et là, il y a tout le coup qui vient avec. La culpabilité, est-ce que je le dis pas ? Et si jamais c'est révélé, si l'autre l'apprend, comment est-ce qu'on réussit à réparer cette blessure de trahison ? C'est très coûteux. Et moi, quand mon partenaire Raphaël m'a avoué ses infidélités, je suis tombée des nues. Je me suis dit, mais c'est pas possible. On s'aimait tellement, on se disait tout. Comment ça a pu nous arriver ? Est-ce que je dois du coup réécrire toute notre histoire d'amour ? J'aurais aimé avoir d'autres croyances sur l'amour, l'infidélité, pour que ce soit plus doux à ce moment-là pour moi. Et je vous invite à imaginer un autre scénario. Si on vivait dans un monde où, quand on rencontre quelqu'un, ça se passe bien, on est vraiment amoureux, on pouvait en parler de ces choses-là. Par exemple, mon amour, je t'aime, je suis trop bien avec toi, j'ai vraiment envie que ça dure longtemps entre nous. Du coup, viens, on se prépare aux obstacles de la vie. C'est fort probable qu'à un moment donné, toi au moins, on ressente du désir pour quelqu'un d'autre. Et j'ai pas envie que ça nous fasse peur. J'ai envie qu'on s'en parle. J'ai envie qu'on soit unis et soudés là-dedans. Si c'est ça les bases de votre relation, ça va permettre à votre partenaire de venir vous voir quand effectivement ça arrive. Elle va pouvoir vous raconter que elle est toute émoustillée à chaque fois qu'elle parle avec la nouvelle barmaid de votre pub préféré. Et vous pouvez l'accueillir avec enthousiasme et curiosité. Ah ouais ? Mais qu'est-ce qui te plaît chez elle ? Qu'est-ce que ça réveille chez toi ? Et alors, on n'est pas obligé d'agir sur nos désirs, mais leur faire de la place, les assumer, les honorer. Ça fait qu'on se connaît mieux et qu'on permet à l'autre de nous rencontrer aussi vraiment. Et de manière collective, ça fait qu'on peut commencer à changer les croyances sur l'amour. Et je pense que ce serait plus agréable de vivre dans un monde où c'est pas parce qu'on a du désir pour quelqu'un d'autre que ça veut nécessairement dire qu'on n'est plus amoureux, qu'on n'est pas engagé. Ma deuxième raison de parler de ses désirs, c'est pour rester aligné avec sa vérité, sa joie, sa vitalité. Au début d'un couple, il y a tout ça. Mais assez souvent, on voit que ça s'éteint au bout d'un moment, qu'il y en a de moins en moins. Pourquoi ? Ma théorie, c'est que c'est souvent lié au fait qu'on a peur du conflit. On a peur de la différence. Donc mon idée, c'est qu'on va éviter ça en parlant, justement. Je sais pas pour vous, mais moi, quand je rencontre une nouvelle personne, je suis un peu stressée. Et quand on me demande « Tu veux manger quoi ce soir pour dîner ?»
Et je réponds assez généralement « Ah, comme tu veux. Comme tu veux, vraiment, je veux pas déranger avec, je sais pas, mon envie de carbonara, comme si vraiment ça allait causer la Troisième Guerre mondiale. » Bon, pour un repas, c'est pas très grave. Mais si toute ma relation, je la base là-dessus, et à chaque fois, comme tu veux, comme tu veux. Au bout d'un moment, à force de me suradapter, de me diminuer, je vais devenir l'ombre de moi-même. Et même si c'est pas toujours ça qui arrive dans cet extrême, je pense que vous pouvez vous reconnaître dans ce mécanisme. Et donc il y a l'adaptation à notre partenaire, mais il y a aussi l'adaptation aux normes sociales. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'attentes quand tu es en couple. Quand tu es en couple, tu deviens le +1 officiel de ta personne. Tu dois aller à tous les événements où il y a un +1, même quand ça te fait un peu chier. Quand tu es en couple, tu es censé dormir dans le même lit que ta partenaire ou ton partenaire, même si en fait, il ronfle. Et je remercie Polyamour parce qu'il m'a vraiment aidée à sortir de toutes ces normes et à me poser des questions sur mais qu'est-ce que moi je veux vraiment en fait. Et du coup, récemment, j'étais dans une situation qui m'a un peu challengée. Savoir ce que je veux vraiment, ça n'a pas toujours été facile pour moi. Et j'avais invité Habibi à passer une semaine de vacances avec ma famille. Il avait dit oui, j'étais trop contente. Plus la date se rapproche, et plus je me dis « Ah, merde. En fait, c'est pas complètement juste pour moi. J'ai envie d'un cocon, j'ai envie d'un truc plus sécurisant pour moi, et je sens qu'en fait, j'ai envie de le vivre avec Raphaël. » J'ai ressenti de la honte, de la gêne, de la culpabilité. Mais je me suis dit, non, ça vaut le coup, j'ai envie d'être honnête. J'en ai parlé à Bibi, qui m'a partagé sa tristesse, sa déception, mais il m'a aussi célébré dans ma capacité à changer d'avis et à être honnête avec lui. J'ai passé les vacances avec Raphaël, et mon lien avec la Bibi est devenu d'autant plus fort. Parce que maintenant, il sentait qu'il pouvait me faire confiance dans mon oui, dans mon non, et dans le fait que je ne me suradaptais pas à lui tout le temps. Alors vous allez me dire, ok, on peut peut-être parler de nos désirs, c'est important, etc. Mais pourquoi est-ce que tu veux qu'on parle de nos désirs sexuels? Ça fait quand même beaucoup, quoi, pour d'autres personnes en plus. Mais en fait, je crois que c'est tellement difficile de remarquer tous ces endroits où on fait des petits compromis, parce qu'on se dit, non mais c'est pas très grave. C'est pas grave si je mange pas mes pâtes carbo ce soir. C'est pas grave si le film qu'on regarde, c'est pas ce que je préfère. Et à force de faire ça, on s'éteint. Et donc je pense qu'il faut pousser le curseur et aller jusqu'à ce tabou, cet interdit, et travailler à assumer le fait que oui, parfois j'ai du désir pour d'autres personnes. Et je pense que si on arrive à être honnête à ce point, le reste sera plus facile. Et mon autre envie, sur pourquoi est-ce que j'ai envie qu'on parle de ça, c'est que j'ai envie qu'on casse les tabous autour de la sexualité. J'en ai marre qu'on n'ose pas parler de ses parties intimes, il ne faut pas dire le mot, et que l'énergie sexuelle est vue comme souvent quelque chose de un peu honteux quand même. Alors c'est ok si c'est dirigé vers l'amour, la romance, mais si tu as eu 50 partenaires dans l'année, c'est moins bien quand même. Alors que l'énergie sexuelle, pour moi, c'est cet élan vital. C'est ce truc qui me donne envie d'aller vers, d'aller croquer la vie, d'aller... En fait, ça me permet d'être connectée à ma boussole interne. De savoir vers quoi j'ai envie d'aller, vers quoi comment est-ce que je peux grandir, évoluer. Donc j'aimerais que vous imaginiez un amour qui célèbre vos désirs, vraiment, qui vous encourage dans votre expansion, qui ne vous limite pas avec des phrases du type « Mais moi, de toute façon, je te connais par cœur ». D'où tu me connais par cœur? En fait, moi, je ne sais pas qui je serai dans une semaine, dans 10 mois, dans 15 ans. Laisse-moi te surprendre. J'aimerais qu'on soit plus humble face au mystère que représente notre être aimé. Et moi, un amour comme ça, j'ai envie de le cultiver, j'ai envie de le nourrir parce qu'il me donne de l'espace pour grandir. On arrive à ma troisième raison. Vous pouvez croire que je suis là avec ma jupe à fleurs, à parler d'amour libre, qu'en fait, la sécurité, je m'en fous. Détrompez-vous. J'ai un petit cœur anxieux et j'ai envie de créer des relations vraiment solides. Mais qu'est-ce qui fait de la solidité? Pour moi, c'est notre capacité à rebondir.
J'ai l'impression qu'on se focalise beaucoup trop sur des marqueurs externes de sécurité, ces marques d'engagement du type « Ah bah, ça fait longtemps qu'ils vivent ensemble quand même, bah, ils ont acheté un appart, et puis là ils se sont pacsés, et là ils vont faire un enfant. » Alors certes, tout ça c'est des trucs très importants. Mais est-ce que vraiment c'est une garantie de la vitalité et de la joie que ressent ce couple à être ensemble? Pas nécessairement. J'en connais des gens qui vivent ensemble depuis longtemps et qui en fait sont des sortes de colocs, ou même ils sont devenus des étrangers en fait. Ils marchent sur des œufs à chaque fois qu'ils sont dans la même pièce parce qu'ils savent plus parler. Donc moi, ce à quoi j'aspire, c'est une sécurité qui vient de l'intérieur. Savoir que je peux me déposer, que je peux parler de mes émotions, que je ne vais pas être manipulée ou blâmée pour ce que je ressens. Que l'autre a une capacité d'introspection et qu'on va prendre du recul sur ce qui nous arrive. Et comment on y arrive? En essayant, en testant, en apprenant. On a besoin de se muscler en fait, là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai envie de recevoir des petits chocs régulièrement. Pas des trucs énormes qui me traumatisent, mais juste ces rappels que, oui en fait, mon partenaire, parfois il a envie d'être ailleurs. Il ne m'appartient pas. Il a des passions qui sont différentes des miennes. Et plus je me rappelle ça, et plus je travaille le fait que, ok, parfois il part, mais aussi il revient. On apprend en faisant. Ce soir, mes deux partenaires se rencontrent pour la première fois. J'ai clairement un peu peur. Ça se trouve, ça va être gênant, on ne saura pas quoi se dire. Mais on est tous les trois alignés avec cette vision. Et donc même si ça ne se passe pas au top, on va apprendre et la prochaine fois, ça se passera mieux. Je vais finir en vous disant que le monde, il n'est pas binaire. Vous n'avez pas à choisir entre monogamie et polyamour, entre sécurité et liberté. Tout ça, c'est sur un spectre. Et vous pouvez choisir ce que vous voulez en termes d'ouverture pour créer votre relation sur mesure. Je vais juste vous rappeler que si le début d'une relation, c'est aussi excitant, c'est bien parce qu'il y a de l'inconnu. Merci pour votre écoute.